Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Guillaume Comagnac, directeur associé de Tracteur et tous les jeudis derrière le micro pour ce podcast. Open Startup, c'est un événement qui veut au sens propre ouvrir les portes des startups, permettre à tous les curieux, durant une journée, d'aller voir les coulisses de ces entreprises innovantes. Aller voir les coulisses, c'est aussi ce que l'on fait sur ce podcast avec deux formats. Des sessions d'échange avec des entrepreneurs et aussi avec des experts sur des sujets qui concernent les startups. Aujourd'hui, c'est ce que l'on va faire avec Florian Boyenval, qui exerce le métier de DPO en allant plus en profondeur sur le RGPD. Oui, 2 acronymes en moins de 10 secondes, c'est beaucoup trop, je vous l'accorde. Mais ne partez pas, je vous invite au contraire vivement à écouter la suite durant laquelle on va décortiquer et vulgariser ces sujets qui traitent des données personnelles. Bonne écoute! Salut Florian. Salut Guillaume. Écoute, je suis trop content qu'on prenne ce temps-là pour parler ensemble de ce beau sujet qui est la RGPD, qui peut parfois faire peur. Et je suis content quand même qu'on enregistre ensemble parce que on est à distance, on est confinés et habituellement on avait plutôt l'habitude de partager des moments ensemble et de partager pas mal d'événements tech et numériques ensemble à Bordeaux. Donc première question, comment tu vas et ensuite est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent? Ça va bien, merci. Déjà, je suis content de participer à ce podcast, à cette nouvelle aventure que tu lances et ce nouveau projet. Enfin, il y a toujours des besoins de parler justement de différents sujets, d'écouter d'autres entrepreneurs, etc. Comme tu dis, ces problèmes de plus avoir d'événements, on peut plus trop en rencontrer, donc autant déjà les écouter pour avoir le temps de savoir un peu ce qu'ils font, ce qu'ils ont à dire, et ensuite éventuellement prolonger avec eux en les recontactant. Donc, si tu veux, oui, je peux me présenter. Donc, Florian Boyenval, je suis fondateur de la société DPFlow. Je fais du conseil sur le RGPD. Donc, j'accompagne les sociétés, souvent des startups, dans leur conformité. Je suis ce qu'on appelle un DPO, c'est-à-dire un Data Protection Officer, ou en français, un délégué à la protection des données. Voilà. Ok. DPO, donc ouais, ça reste quand même un métier qui est assez récent. Est-ce que tu peux déjà nous dire en quoi ça consiste? C'est quoi un petit peu ton rôle et tes missions au quotidien? Oui, exactement. En fait, le RGPD, enfin le Règlement général sur la protection des données, c'est rentré en vigueur en application il y a 2 ans. Avant, on n'avait pas le métier de DPO, enfin de délégué à la protection des données. Donc, moi, je suis juriste à la base. Je me suis dit que ce nouveau métier, ça permettait d'allier justement la passion sur les nouvelles technologies, le droit. Donc, je me suis lancé là-dedans. Les missions du DPO, en fait, c'est un peu le chef d'orchestre de la conformité des données personnelles et du traitement des données personnelles dans les sociétés. C'est lui qui va s'assurer que tout est fait correctement, qui va donner les consignes et qui va avoir la vue d'ensemble sur tout. En fait, le CEO, souvent dans les startups, il sait comment marche son produit parfaitement, mais parfois il y a ce problème qui fait que les équipes vont pas lui dire qu'ils vont utiliser cette petite technique ou qu'ils vont déposer tel outil pour traquer les choses ou un peu tout ça, et d'avoir un rôle supplémentaire et une fonction supplémentaire à travers DPO, ça permet aux équipes justement de faire remonter des choses qu'ils auraient pas trop osé remonter au CEO. Après évidemment ça dépend de toutes les sociétés, hein. Certaines, le CEO connaît par cœur tout son produit, mais d'autres, dès que ça grandit ou dès que le produit est super complexe, il peut pas avoir la vision sur tout. Ok. Tu dis en plus CEO, mais ça peut être aussi CTO parce qu'en fait c'est quand même un sujet qui est un peu à la frontière entre les aspects plus légaux et les aspects techniques. Il y a un enjeu là sur la protection des données. Donc tu as introduit le RGPD là dans ta phrase juste avant. Est-ce que donc tu nous as dit réglementation générale de protection des données. En gros, en quoi ça consiste et c'est quoi ses obligations, c'est quoi le cadre qu'il pose en fait? Donc en fait, le RGPD reprend des règles qui sont actives en France depuis au moins 40 ans, mais il les précise et il les rend un peu plus solides. Mais en fait, simplement, il oblige les sociétés à faire attention aux données personnelles qu'elles traitent sur les gens. C'est-à-dire, si la société, elle agrège le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse personnelle, le numéro de téléphone, des choses comme ça sur la personne, il faut qu'elle se pose la question de
pourquoi elle demande ça, qu'est-ce qu'elle en fait. C'est simplement ça, c'est simplement responsabiliser les acteurs, parce qu'avant c'était un peu le grand Eldorado, on dit souvent la data c'est l'or noir, enfin le nouvel or et le nouvel Eldorado maintenant, mais bah, ça a une valeur, mais en même temps c'est un grand danger pour les citoyens et pour chaque personne, donc il faut les protéger. Donc pour ça, ce règlement a été écrit, a été publié. En fait, ça permet de faire en sorte que les sociétés revoient un peu pourquoi elles ont besoin de cette data et qu'elles optimisent du coup les datas qu'elles prennent. Parce qu'en fait, elles n'ont pas forcément besoin d'avoir certaines datas. Elles n'ont pas besoin de savoir si j'ai un chat ou pas, ça va pas changer grand-chose. Et Ouais. parfois, les questionnaires étaient énormes pour le marketing ou le tracking sur Internet, mais on va peut-être le voir un peu plus après. Ok. Et le RGPD, qui a mis ça en place, qu'on comprenne bien, parce qu'on va aussi parler de la CNIL aussi après, qui est un des acteurs, en tout cas en France, qui est incontournable sur le sujet. Donc le RGPD, c'est français, c'est européen. Quelles conséquences ça a quand on est une start-up qui travaille aussi à l'international? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ouais. Le RGPD, il est arrivé à cause de beaucoup d'événements qui se sont suivis. Il était déjà en discussion sur très long terme. Longtemps, il y a eu la question de la protection des données au niveau européen. Mais il y a eu l'affaire Wikileaks, il y a eu l'affaire Edward Snowden qui a révélé différents protocoles en place au niveau des États-Unis et différents pays pour surveiller justement les citoyens directement via les sociétés Facebook, Google, Amazon, etc. Ça a intensifié le besoin et la volonté au niveau européen, en tout cas, d'avoir une protection supplémentaire pour les citoyens. C'est pour ça que ça a été mis en place et rédigé. Comme je disais, beaucoup des principes étaient là depuis 40 ans en France, donc pour écrire le RGPD, ils sont basés sur tout ce qui se faisait au niveau européen pour pas réinventer la roue non plus, mais ils ont intensifié des choses pour harmoniser les process. Pour justement, pour une fois, qu'au niveau européen, toutes les règles soient à peu près similaires et qu'un site qui veut vendre en Allemagne et qui veut vendre en France, il n'est pas à se reposer 1000 questions sur quoi faire pour les données personnelles. Au niveau européen, ils se sont dit, bah, on va faire un règlement qui permet justement que la règle soit la même et soit commune à absolument tous les pays d'Europe. Donc le RGPD s'applique en effet à tous les pays d'Europe sur toutes les données des citoyens européens. Donc pour résumer, si une société est basée au Canada uniquement et donc n'a pas forcément de bureau en France, à partir du moment où elle livre des produits en France ou alors juste elle traque des utilisateurs en France ou en Europe, elle est obligée de se conformer au RGPD, les informer correctement et même d'avoir un DPO localisé en Europe si jamais l'autorité justement veut le contacter. Voilà. Après, pour la France et par rapport à la CNIL c'est donc l'autorité justement française qui veille à l'application du RGPD. Chaque pays a sa propre CNIL, entre guillemets, qui va faire en sorte que le RGPD est appliqué. Si un site vend des choses en Allemagne, en France, etc., il va pas y avoir toutes les autorités qui vont venir le voir. Il va y avoir un référent, donc la CNIL si on est en France, et qui va venir nous poser la question pour les autres pays en même temps, puisque la règle est la même, donc c'est plutôt facile. Et après la CNIL, son rôle, brièvement, c'est mener les contrôles. Pour ça, elle va simplement taper à la porte de la société en disant bonjour, je viens juste voir ce que vous faites des données, montrez-moi vos placards pour les un peu vintage, mais aussi montrez-moi vos serveurs et vos outils. Et elle fait un audit assez complet pour vérifier justement qu'on cache pas des choses. Et ensuite, elle a le pouvoir de sanctionner si jamais elle voit des abus. Les sanctions, ça peut aller simplement de dire c'est pas bien ce que vous avez fait, donc faites attention la prochaine fois. Ça peut être public, ça peut être privé, simplement vous envoyez un courrier en disant faites attention, ou alors publier la chose en disant telle société, elle respecte pas du tout vos données personnelles, donc faites attention. Voilà. Ou alors en plus, elle peut dire je mets une amende. L'amende, elle peut aller jusqu'à 20 millions d'euros, voire 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc Google, ça peut chiffrer en milliards. Ça a déjà chiffré à 50 millions d'euros pour une première amende. Voilà le risque éventuel. Donc le risque, c'est cette amende, mais c'est aussi l'image, si le nom est publié associant la boîte au justement fait qu'elle respecte pas les données personnelles, c'est encore plus cher qu'une amende finalement. Ok, super intéressant ce que tu viens de nous partager.
Euh, pour se prémunir justement de ce genre d'amende et de ce genre de cas, en tout cas, on va revenir sur le rôle que toi tu as de DPO. Moi, de ce que j'ai bien compris, c'est que le DPO, il peut être soit interne à l'entreprise, soit externe. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce rôle et quand faire appel à lui au final? C'est-à-dire que moi, je suis une startup qui démarre. Est-ce que j'ai besoin de tout de suite faire appel à un DPO? Oui, non. Après, tu vas me dire, c'est des stratégies aussi entrepreneuriales qui rentrent en jeu. Mais voilà, nous parler un peu plus aussi du rôle et des missions qu'il va avoir. Pourquoi on va mandater un DPO et qu'est-ce qui va nous aider? Comment il va nous accompagner? En fait, la règle, elle est assez simple. Elle oblige les sociétés qui traitent de la donnée par principe, c'est-à-dire c'est leur cœur de métier. Par exemple, je suis une société qui va agréger les données de santé des gens ou qui va agréger des données prospects. C'est mon cœur de métier, c'est vraiment la data et la donnée personnelle. À ce moment-là, on a l'obligation de nommer un DPO parce que il faut faire attention à la donnée qu'on prend. Si par contre, on a une société qui vend des produits assez classiques, donc par exemple, je fais la livraison de magnifiques tasses ou mugs que je dessine, bah, à ce moment-là, je vais en effet avoir des données personnelles, donc l'adresse, le nom de la personne, le mail éventuellement. Mais mon cœur de métier, c'est vraiment pas agréger de la donnée. Mon cœur de métier, c'est faire des mugs, les dessiner et après je les envoie. Donc là, j'aurais pas besoin d'un DPO. J'aurais besoin quand même de me poser la question de ce que je fais des adresses que je récolte, de quelles données je peux récupérer sur les gens, etc. Mais ce sera un process moins long. À la limite, on peut en parler pendant 1 heure avec un spécialiste et voilà, on fait le nécessaire, on s'est posé les questions et on est propre. Par contre, si on a une boîte qui se lance ou qui est déjà lancée et dont le cœur d'activité c'est vraiment traiter de la donnée de santé, des données sensibles ou même pas des données sensibles, juste des données personnelles en quantité, à ce moment-là, il faut vraiment qu'on nomme un DPO. Après, sur la question DPO interne, DPO externe, ça dépend vraiment des structures. Moi, par exemple, j'accompagne des structures qui sont très grosses, qui ont plus de 500 employés, qui ont des filiales un peu partout, et elles ont préféré faire appel à un DPO externe parce que ça leur permet d'avoir quelqu'un d'indépendant, et ça leur permet justement de poser toutes les questions et de pas avoir quelqu'un qui a peur de dire à les directions, il y a ça qui va pas, etc., parce qu'elle a peur pour son emploi, et il y a toujours ce problème d'indépendance. Tu joues un peu le rôle de tiers de confiance dans ce cas-là Exactement, parce que pour accomplir ma mission, oui, j'interviewe les différents services, etc. Et comme je suis une personne externe à la société, ils vont pas se dire, il va me sanctionner si je dis ça mal, etc. Ils sont plus ouverts. Et donc, ça permet justement de s'assurer que on a cartographié et on a vérifié tous les traitements et on n'a pas des choses cachées parce que les gens n'osaient pas le dire. Après, certaines boîtes, elles préfèrent avoir quelqu'un en interne parce qu'elles se disent, lui, il connaît par cœur tous nos process, il est là tous les jours dans nos locaux et on peut lui parler directement. Les deux se valent, je vais pas prêcher ma paroisse parce que moi je fais l'externaliser et voilà, mais ouais. Les deux se valent, c'est juste, il faut voir, c'est une question de coût et de besoin. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un employé à plein temps qui fait des PO et qu'on va payer et former que pour ça, c'est super cher? Ou est-ce que on traite de la donnée mais pas assez en quantité ou pas de façon assez complexe pour avoir besoin d'embaucher quelqu'un? À ce moment-là, on fait appel à un externalisé qui est déjà formé et qui peut directement répondre. Ça tombe bien, tu parles de coûts et moi j'avoue je suis très naïf sur le sujet. Alors sans nous donner, parce que vu qu'encore on le disait, c'est des métiers qui sont récents et il doit pas exister peut-être de normes sur ce sujet, mais une fourchette peut-être de prix ou de type de budget pour à la fois peut-être plus une start-up ou alors une entreprise qui est déjà un peu plus mature. Ça représente quoi de faire appel à un DPO? Comme je disais, ça dépend vraiment du nombre de données qui est récolté, des process en place, etc. On va prendre des exemples. Imaginons, je suis une société, comme je disais, qui vend des mugs. À ce moment-là, on va juste faire un appel de 1 heure ou 2 et éventuellement rédiger deux, trois mentions d'information. Après, il faut le calculer à l'heure en fonction de combien sont payées les personnes, mais imaginons une personne, on lui parle une demi-journée, ça coûtera pas plus que 300, 400 euros, et on peut dire qu'on a déjà mené un début de conformité. Après, il faudra mettre des actions en place, etc., mais on s'est posé la question, si on fait le nécessaire derrière, ça coûtera pas beaucoup plus. Par contre, si on a une société où on
on est à faire de l'intelligence, enfin j'essaie de faire tous les mots-clés en même temps. Si on fait de la big data ou l'intelligence artificielle sur les données de santé ou des données super sensibles, etc., ça demande un process plus long, plus complexe, pour lequel il faut héberger les données sur des serveurs sécurisés. Il faut faire des analyses de risque pour vérifier que ces données, si elles fuitent, on a fait le nécessaire pour que ce soit pas trop grave pour les gens, etc. Là, c'est beaucoup plus long, et au niveau du budget, on peut monter sur le budget qu'on aurait si on embauchait une personne, donc ça peut monter à 20, 30 000 euros, c'est vraiment variable. Donc la fourchette est vraiment 300 euros à 20, 30 000 euros, ça dépend. En général, pour les startups, on peut se débrouiller pour faire des packages qui montent pas et qui dépassent pas les 6 000, 7 000, 8 000 peut-être. Voilà, pour une fourchette. Ok. Mais je sais que c'est très difficile ce que je t'ai demandé là, parce que Oui. moi la phrase ça dépend, pour du développement technique on dit toujours la même chose. Oui, t'as la même. Et ça dépend de la liste des fonctionnalités à développer, ça dépend aussi du périmètre fonctionnel du projet au global. Donc merci quand même de nous avoir donné une indication, même si je sais que voilà c'est assez Oui, parce que compliqué. même si moi je te renvoyais la question et je te disais chez vous comment vous faites, etc. Voilà, Oui, il y a totalement. des choses qui évoluent dans les conversations. Après, on va voir qu'en fait il y a plus de traitements, ou alors il y a une nouvelle fonctionnalité qui doit sortir. Et forcément, ça rajoute du temps. Voilà, simplement il faut mesurer le temps nécessaire à la fonction. C'est toujours dur à anticiper, mais on essaie au fur et à mesure avec l'expérience de l'optimiser au mieux, quoi. Dans ton vocabulaire, il y a quelque chose qui est revenu quelques fois. Tu parles de conformité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire se mettre en conformité RGPD donc? Est-ce qu'il y a des grandes étapes assez classiques par lesquelles on passe, toute société doit passer? J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Sur la conformité, c'est marrant parce que en ce moment, c'est souvent l'argument qui est ressorti. Par exemple, je vois beaucoup de sites en B2B ou même en B2C qui disent on est 100% conforme à RGPD, donc vous pouvez nous faire confiance, etc. En vrai, même si vous avez le meilleur DPE de la Terre, vous n'allez jamais être 100% conforme à RGPD. Vous faites le nécessaire pour l'être, mais vous l'êtes pas forcément. Donc conformité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est faire en sorte que on se soit posé la question et qu'on ait mené les actions pour que le RGPD soit au mieux respecté. Donc pour ça, les étapes, moi, un process d'accompagnement, c'est on voit ensemble les données personnelles qu'on récolte. Donc imaginons on est une startup qui traite des données de santé, on se dit lui on a besoin de savoir ses allergies, de savoir quel médicament il prend, etc., son nom, son prénom, le nom de ses enfants, son âge, etc. Très bien. Suite à ça, on se demande pourquoi on a besoin de prendre ces données. Là, on est une startup médicale, pour soigner, on a besoin de ces infos parce que sinon, on ne pourra pas soigner la personne correctement. On l'écrit, donc on dit cette donnée, on la prend parce que sans l'information sur le médicament qu'il prend, on risque de faire des erreurs médicales. Voilà la raison. Une fois qu'on a fait ça et qu'on connaît les raisons, ensuite on se demande est-ce que ces données, on les transfère à des gens, qui sait qui peut les lire? Donc, est-ce qu'on les héberge sur un serveur en France? Est-ce qu'on les héberge sur un serveur aux États-Unis? Est-ce qu'on les héberge sur un serveur bien sécurisé? Ça, on le note aussi. Est-ce qu'on les transfère? On fait appel des sous-traitants, donc on fait développer par des prestataires externes. Est-ce que ces sous-traitants, ils sont vraiment propres? Est-ce que eux, ils ont fait le nécessaire pour sécuriser, ou on donne des données super sensibles à des gens qui gardent les portes ouvertes? On fait ça aussi. Ensuite, on informe, ça aussi, ça fait partie de la conformité, c'est-à-dire, en gros, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez demander les données que vous voulez, tant que vous avez une bonne raison pour les récolter et qu'en plus, vous dites aux gens que vous le faites. Donc, en gros, le but, c'est pas récolter des données, c'est tout le grand débat du tracking en ce moment sur les cookies ou toutes les choses comme ça sur Internet. On fait pas les choses en douce. Si on a besoin de savoir ce que la personne elle a acheté parce qu'on veut lui conseiller derrière d'autres produits, on lui dit là on va regarder ce que vous achetez et si vous voulez bien vous pouvez nous dire si vous aimez le produit ou pas, parce que derrière ça nous permettra nous de vous dire qu'est-ce qui est mieux pour vous, etc. Mais si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, on récoltera pas la donnée. Mais après c'est vous qui voyez si vous voulez des produits plus adaptés ou si vous voulez voir la masse de produits qu'on a et pas forcément adaptés à vos besoins. Voilà, mais juste il faut laisser la personne On pourrait être vraiment clair sur ses intentions. Exactement. Toujours, la première phase de la conformité, c'est faire les fameuses phrases d'information. C'est pas forcément des cases à cocher,
parce que parfois on peut récolter la donnée sans cette fameuse case à cocher, mais au moins dire, là on vous prend votre nom, votre prénom, votre adresse, parce que il faut qu'on vous livre le produit, donc on vous prend ça, mais on va pas le vendre à 1000 personnes derrière qui vont vous recontacter et vous vendre d'autres choses. C'est juste pour ce besoin. Voilà. Si on fait ça, déjà, on peut dire qu'on a bien mené un début de conformité. Si on a les documents justement nécessaires pour montrer qu'on a pris trace et qu'on s'est posé la question, on peut déjà se défendre. Ok. Donc, bien réfléchir en amont au type de données qu'on va récolter. Ensuite, informer les utilisateurs qu'on va les récolter et leur dire pourquoi et dans quel but on va les récolter. Et comment elles vont potentiellement être utilisées par le service. Exactement. Et certainement, et ce que tu disais, où elles sont stockées aussi. Oui, exactement. Après, c'est ce qu'on disait l'autre jour quand on discutait entre nous, c'est le grand débat et le grand fight entre la team design et la team juridique ou légale ou DPO. Le DPO leur a tendance à dire moi je veux qu'on écrive le maximum de textes pour informer les gens et leur dire ce qu'on fait, et le designer il sera là non, on va pas rajouter des pop-ins partout, on va pas rajouter plein de textes sales partout. Mais c'est bien que tu me rebondis sur le sujet, parce que c'était une de mes questions aussi. Je voulais qu'on revienne là-dessus. C'est est-ce que c'est dans les bonnes pratiques qu'on doit avoir sur l'information des utilisateurs, c'est quand on arrive sur le site, qu'est-ce qui doit se passer, parce que on le voit depuis que le RGPD est rentré en vigueur. Il y a normalement pas un site, en tout cas grand public, sur lequel on ne doit pas passer par une phase de acceptation des cookies. Est-ce que tu peux nous expliquer que viennent faire les cookies dans cette histoire de RGPD, parce que ça peut faire du bien déjà de reposer un peu les bases là-dessus. Et justement, quand nous on est en tant que start-up ou entreprise en démarrage, quels sont peut-être les premiers leviers d'action à mettre en place sur ce sujet-là? Oui, c'est le grand sujet qui revient en général. Quand les gens connaissent pas le RGPD, on dit oui, mais vous savez, ces bandeaux cookies sur lesquels vous avez à cliquer sur tous les sites, et là ça donne une mauvaise image. Mais en fait, on fait dire plein de choses de RGPD et que c'est la faute du RGPD si le design des sites est en train de partir à volo, mais pas forcément, parce qu'il y a d'autres pop-ups sur est-ce que vous acceptez les notifications, est-ce que vous acceptez ça, c'est pas que le RGPD, c'est juste, il faut aussi que les sites se remettent un peu en cause, mais donc sur les cookies, la CNIL a essayé de clarifier récemment sur quoi faire pour être conforme. Les cookies, pour faire un rapide topo, c'est les petits fichiers texte qui sont déposés sur les ordinateurs des gens pour vérifier soit pour mettre par exemple votre panier d'achat, donc quand vous achetez des choses en ligne, pour sauvegarder dans le panier, il faut que ce soit un peu stocké sur votre ordinateur sur ce fichier texte. Mais les cookies, c'est aussi la langue du site que vous avez choisi pour pas que vous ayez à recliquer à chaque fois. Mais c'est aussi, et c'est souvent le débat et le problème, c'est aussi justement ces petits outils de tracking qui font que vous allez sur un site, vous regardez par exemple des vêtements ou des nouvelles chaussures, et après vous allez sur d'autres sites et vous allez revoir des pubs sur ces mêmes chaussures ou ces mêmes frigos ou les choses comme ça. C'est parce que vous avez été suivi par ce cookie. Donc, au niveau de ces cookies, la règle, elle a été posée maintenant. Il faut pas que quand on arrive sur le site, des cookies justement de tracking pour faire de la pub soient posés sur l'ordinateur de la personne tant qu'elle n'a pas dit oui, je suis d'accord pour poser ces petits cookies. Bon, une fois qu'on a dit ça, les personnes du marketing vont dire oui, mais nous, si la personne elle refuse et qu'on peut pas faire ça, on va perdre de l'argent et ça va être un vrai problème, ou alors on va perdre de l'analytics, on va pas savoir les métriques et les personnes qui se connectent au site, etc. C'est dommage et c'est un vrai problème pour nous. Oui, c'est vrai, mais en même temps, il faut revoir un peu les pratiques, et si c'est pas le RGPD qui le bloque, ça va être les navigateurs, etc. Firefox commence à bloquer tous les cookies tiers, etc. Même si on accepte ou on refuse. Bon. Donc il faut se poser la question en dehors du RGPD. Donc la règle, c'est faire un fameux bandeau de cookies sur lequel on a un bouton j'accepte, un bouton je refuse. Tant que la personne n'a pas cliqué, aucun cookie n'est déposé pour le tracking. Si la personne accepte, tant mieux, vous pouvez lui mettre ce que vous voulez, si vous lui avez dit ce que vous faites et qu'elle est d'accord. Si la personne refuse, à ce moment-là, c'est rien du tout. Beaucoup d'études ont été faites pour voir si les gens avaient cliqué sur j'accepte ou je refuse, pour voir si beaucoup de la perte allait arriver. Les gens, si les boutons sont de la même taille et qu'il n'y a pas de
de techniques de filou pour justement essayer de faire cliquer sur j'accepte, ils peuvent cliquer sur refuser et en effet, il y a l'argent qui va se perdre et des métriques qui vont se perdre. Donc là, la question, ça va être, est-ce qu'on peut pas trouver des outils d'analytics, par exemple, qui permettent de se passer justement de ce fameux bandeau? Ça existe. La CNIL, par exemple, sur son site, elle utilise un outil qui s'appelle Matomo, mais il y en a d'autres, qui permet justement de faire l'analytics anonymisé, c'est-à-dire que Matomo va pas récupérer justement l'IP des gens ou savoir trop dans le détail les choses. Ça permet à la personne qui gère le site de savoir combien de gens sont connectés, de savoir d'où viennent les gens, etc. Mais ça respecte la vie privée des gens. On n'a pas besoin de s'embêter avec ce fameux j'accepte, je refuse. Il n'y a pas Firefox qui bloque le cookie en question. Et on a des métriques à peu près propres. Donc il y a des solutions. Ça permet d'avoir un site sans gros bandeaux un peu sales qui pose problème à la navigation. Et ça permet de garder ces métriques. Après, il y a plein d'autres solutions qui prendraient des heures à discuter, mais voilà. Après, si on veut continuer... On peut faire peut-être la pub en local aussi de Xiti, qui est une entreprise AT Internet qui est basée ici à Bordeaux. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que Google Analytics, même si c'est un réflexe qui est souvent utilisé en priorité. Mais donc là, déjà, c'est une bonne nouvelle que tu nous donnes, c'est que on peut utiliser autre chose que Google Analytics, par exemple, pour faire le suivi de ces mesures d'audience. En tout cas, c'est surtout ça. Exactement. Après, on peut s'en servir et il y a plein de moyens de le configurer. Et je sais que Google, ils sont en train de faire le maximum pour pas perdre justement les gens et pas être bloqués par les navigateurs. Donc, ils vont aussi arranger les choses. Mais comme pour tout, on peut se passer de Google pour certaines choses, pour pas être full Google tout le temps. Il y a d'autres moyens, plus ou moins bons, mais il y en a et ça vaut le coup de les regarder. Ouais, il suffit de s'informer et d'aller chercher peut-être des alternatives. Ok, on a beaucoup abordé là sous l'angle peut-être plus site web, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il en est au niveau applicatif pour des applications mobiles ou sur tablette? Il y a un sujet qui diffère du site web ou t'as quelque chose à nous partager là-dessus? Le sujet il diffère pas totalement parce que le concept de base est le même, c'est-à-dire si vous récoltez de la donnée, vous informez les gens dès l'inscription et ensuite vous posez la question des données que vous récoltez. Donc en fait, peu importe que ce soit un site web, que ce soit une application, il faut juste se poser la question des outils qu'on utilise. Sur les applications, il y a pas mal d'outils de tracking aussi qui sont utilisés et qui peuvent poser problème. Et toujours pareil, si c'est pas le RGPD, ce sera Apple ou n'importe qui d'autre qui va poser problème parce que ça a été repoussé, mais la nouvelle mise à jour d'iOS, pour faire un rapide retour là-dessus, la nouvelle mise à jour d'iOS prévoit de mettre une alerte en disant cette application vous traque, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Bon, pour l'image de la société en question et du développeur d'appli, avoir ce pop-up qui s'affiche, les utilisateurs, ça va pas du tout les mettre en confiance et souvent ils vont dire moi je voulais juste checker la météo, je voulais pas beaucoup plus. Donc voilà, toujours poser la question, est-ce qu'on peut pas trouver des moyens pour éviter ce tracking qui vont donner une mauvaise image utilisateur, ou au moins, est-ce qu'on peut trouver le meilleur moyen pour l'expliquer, faire de la pédagogie et dire, ça on a besoin, on a besoin de votre position parce que on a une appli pour traquer votre position. C'est pour ça que vous nous avez téléchargé. Donc voilà pourquoi ça va vous demander ça. Voilà, mais il faut toujours se poser la question parce que c'est pas que le RGPD, c'est aussi les personnes de plus en plus se demandent ce qui est fait de leurs données et pourquoi on les utilise. Donc, pour la com, c'est le mieux. Et du coup, vu que là, on parle un peu des users, depuis le début, on parle un peu plus en tant que porteur de projet ou entreprise. Si on regarde le point de vue utilisateur, sur les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'un utilisateur, pour se sentir en confiance, doit voir ou autre? Est-ce que il y a des études? Tout à l'heure, tu nous parlais des chiffres qui montraient que entre deux boutons à peu près de la même taille, etc., il n'y a pas forcément de perte. Mais voilà, d'un point de vue utilisateur, est-ce que il y a des choses qu'on peut privilégier ou qui ont plus de succès en tout cas? En fait, l'utilisateur, à partir du moment, c'est ce que montraient les recherches, c'est justement à partir du moment où on lui dit pourquoi on va lui demander cette information, il sera plus enclin, chacun peut comprendre et chaque développeur peut se mettre du côté de l'utilisateur, il sera plus enclin à accepter de donner cette information.
Si on lui dit on a besoin de de votre date de naissance ou votre année de naissance parce que ça nous permet de vous souhaiter un joyeux anniversaire et c'est plus sympa, vous aurez une promotion ou peu importe, bah, la personne sera là. Ouais, bah ça vaut le coup, voilà. C'est souvent le problème des applications et de ceux qui gèrent des bases de données. Souvent, ils ont des bases de données, ils peuvent avancer des chiffres énormes, ils ont on a tant d'utilisateurs, on a tant d'adresses mail, etc. En vrai, enfin, j'imagine que tu fais ça, et beaucoup le font. On met des faux numéros, on met des fausses adresses mail, on met des faux noms, met des fausses dates de naissance parce qu'on n'a pas confiance, justement. Donc, si la personne nous met en confiance, sa base de données, elle sera au moins plus saine et avec des meilleures données. Donc, pour l'utilisateur, ouais, toujours se demander, est-ce qu'on m'a dit ce qu'on fait de ma donnée? Est-ce qu'on m'a dit, bah, si j'ai des questions, est-ce que je peux contacter quelqu'un facilement? S'il y a une petite adresse mail ou un petit formulaire de contact, bah, c'est toujours bien. En retour, parce qu'il y a quelques startups avec lesquelles je travaille, ils ont mis cette adresse mail quelque part, etc., ou un lien vers la politique ou des choses comme ça. Mais en fait, ça menait à rien. Ça cliquait et cette adresse mail, personne n'allait la lire, etc. Donc ça, c'est une des premières actions à mettre en œuvre, pour une startup en tout cas, ou n'importe quelle société, c'est mettez une adresse et allez la lire, parce que c'est par là que ça se passe et c'est par là que débutent les problèmes. Parce que, en gros, la CNIL, il demande à l'utilisateur qui dépose une plainte d'avoir au préalable posé la question au développeur. Le développeur a ensuite un mois pour répondre. Si le développeur il répond pas, bah, la CNIL elle va arriver et elle va dire bah, montrez-moi vos outils et montrez-moi ce que vous faites. Si le développeur répond et dit bah oui, on vous a demandé ça, mais c'était pour cette raison, on fait bien attention, l'utilisateur, la plupart des cas, il va s'arrêter parce qu'il va dire bon bah ok, ça m'a rassuré, ils font vraiment attention, ils prennent le temps de me répondre, c'est safe, donc je vais pas aller voir la CNIL pour aller plus loin. Ce qui est fou, c'est que ça paraît presque du bon sens au final, parce que c'est presque comme si on croise un inconnu dans la rue et qui nous disait viens, suis-moi. Ben oui, mais si tu C'est nous ce que j'allais dire, c'est exactement le rapport. si tu nous dis pas ton intention, si on sait pas qui tu es, etc., bien sûr, on n'a pas confiance. Par contre, si la personne nous explique vraiment, voilà, clairement ses intentions, et qu'elles sont sincères et qu'on arrive à y croire, oui, potentiellement que on va suivre. C'est exactement ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que il y a des campagnes de sensibilisation comme ça qui sont faites, qui sont assez marrantes justement, qui avec quelqu'un dans la rue derrière nous qui nous suit tout le temps, qui va au magasin avec nous et qui regarde les endroits où on regarde, qui voit que on se dirigeait vers telle marque de fromage et qu'ensuite on l'a reposé parce qu'on préférait l'autre, etc. et qui suit tous nos mouvements, qui prend des notes. Mais en fait en ligne c'est à peu près pareil, on le voit pas et on peut se dire que c'est des robots, mais d'expérience, on sait que dans les startups, c'est pas que des robots, il y a des vrais humains qui vont le lire parce que l'intelligence artificielle, c'est gentil, mais c'est pas encore non plus super au point. Donc, il y a beaucoup d'humains qui vont lire, écouter ce que vous avez fait pour ensuite justement améliorer leur algorithme. Donc, posez-vous la question, est-ce que c'est quelque chose que vous accepteriez dans la vraie vie? Et sinon, pourquoi l'accepter en ligne? On a parlé 2-3 fois du marketing aussi, et quand on est une startup et quand on se lance, on a besoin de communiquer auprès de ses utilisateurs. Un des médiums fréquemment utilisés, c'est l'email. Ouais. Souvent, quand on est une startup qui démarre, on met laissez votre email pour être tenu au courant des actualités ou autre. Est-ce que là, il y a des points de vigilance à avoir sur ces emails-là, ou encore une fois, moi, ce que j'ai bien compris de notre entretien, c'est que c'est encore une fois la même chose. Ok, on peut dire à la personne de nous laisser son email, mais il faut bien lui expliquer comment il va être utilisé, s'il va être cédé ou non à des tiers. Enfin bref, tu vas me répondre, mais si j'ai bien compris tout ce que tu me dis, c'est à peu près ça. Bah déjà, je suis content parce que c'était la réponse que j'allais apporter, donc c'est que le message avait été clair avant. Mais oui, c'est exactement ça. Et puis après, se poser la question aussi, parce que le RGPD, le but, c'est pas bloquer le business et pas empêcher de vendre son produit ou de développer son produit, etc. C'est vraiment ça. Si la personne déjà elle est arrivée sur le site et elle s'est mise à donner l'adresse mail, c'est qu'elle avait déjà une certaine confiance. Donc autant respecter cette confiance et lui donner les infos qu'elle attendait. Après, le RGPD même est assez large sur certaines choses. Par exemple, une règle, c'est si jamais on achète un produit en ligne, imaginons j'achète un produit sur Amazon ou Cdiscount pour être local, j'achète un frigo, derrière Amazon ou Cdiscount ou peu importe lequel a le droit
de m'envoyer des pubs pour des produits similaires ou analogues, on dit. Donc en gros, s'il veut m'envoyer une pub pour un bac à glaçons ou quelque chose comme ça, il n'a même pas besoin de me demander mon consentement. Donc même le RGPD permet parfois d'envoyer plus de mails qu'on pourrait le penser, mais se poser la question de est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs, on aimerait recevoir autant d'emails de boîtes différentes, etc. J'avais un client comme ça. C'était plus low-tech parce qu'ils avaient un stand sur un marché de Noël et il y avait un jeu concours sur le marché de Noël sur lequel on laissait ses coordonnées. Et après, tous les stands avaient le droit de récupérer cette base pour faire la communication en disant vous êtes venu sur notre stand, maintenant vous aimerez nos produits, etc. Très bien. Il y avait les mentions d'information, donc au niveau RGPD, moi j'étais ok, c'était pas un problème. Par contre, derrière, les 60 ou même il y avait 100 stands se sont dit ah ben on va envoyer un mail, ouais c'est cool. Donc la personne qui est passée au marché de Noël, 2 semaines après être passée, elle a reçu, je sais pas, 50, 60 mails de boîtes différentes. Ah ouais. Le message a été noyé. Donc tous ceux qui gèrent le marketing doivent se poser la question en dehors de la conformité, est-ce que au niveau utilisateur, il va se dire est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est intéressant, ou est-ce que la boîte fait attention à mes besoins et à ce que j'ai vraiment demandé. Ouais, ben là encore une fois, enfin c'est pour moi, hein, en tout cas, c'est une forme de bon sens aussi de se dire que qu'est-ce qui vaut mieux privilégier des interactions peut-être plus de qualité avec ses utilisateurs ou ses clients ou faire du marketing de masse et du coup le noyer parmi enfin avec des messages qui ont moins de valeur, mais Oui, oui, exactement. Et puis après, dans Gmail, ça tombe dans la boîte promotion. Et enfin, bref. Il y a plein voire spam. Exactement. Donc, ouais, il faut voir la logique derrière tout ça. Et juste pour faire terminer sur l'email, tu disais ça ne permet pas, ça ne freine pas le business dans le sens où il y a cette notion-là qui est encore possible, il me semble, mais tu vas me confirmer ça, mais ce qu'on appelle le cold emailing, donc en tout cas le fait d'envoyer un email à un prospect ou à un contact avec lequel on n'a pas encore interagi par le passé. Il y a une forme encore de tolérance là-dessus, dans le sens où si c'est vraiment dans le cadre du business et que c'est légitime, oui, c'est toléré. Exactement. En fait, c'est toujours un peu la problématique parce que le RGPD s'applique aux données personnelles, donc on pourrait se dire ça s'applique surtout au B2C, enfin, quand on vend en masse à des consommateurs. Quand on fait du business et qu'on parle à d'autres business, souvent on écrit à des adresses professionnelles, donc on va pas leur envoyer sur leur adresse perso, ni sur leur téléphone perso. Il faut toujours se demander comment on a récupéré cette adresse. Si on a tapé dans une base énorme et qu'on envoie en masse, de toute façon le spam va signaler. Mais si on envoie un mail, en fait toujours se poser la question, est-ce qu'on envoie un mail en rapport avec l'activité de la personne? Si on lui envoie, imaginons, j'envoie sur une adresse pro un mail pour dire je fais du conseil RGPD, j'ai vu que vous aviez des problèmes, on peut en parler. Moi je le fais. C'est pas un problème parce que on a besoin de cette relation et la personne, pour être informée de ça, il faut bien qu'il y ait un échange qui se fasse. Si la personne en retour, par contre, c'est plus de l'opt-in. Si la personne, enfin de l'opt-out. Si la personne en retour elle me dit je suis pas intéressé et par contre je veux pas recevoir d'autres mails de votre part, là vous la sortez de la liste et vous respectez son droit. Mais bon, pour le premier mail, vous pouvez lui envoyer, c'est pas un problème, mais en respectant ses droits après. Par contre, si je contacte une personne sur sa boîte pro pour lui vendre une piscine pour chez elle ou un aspirateur pour chez elle, là ça marche pas parce que je lui vends pas dans le cadre de ses activités pro. Voilà, c'est juste la question qu'il faut se poser. Est-ce que ce que j'échange en B2B, ça a rapport avec le business de la personne? Si oui, ok, on peut communiquer avec elle, mais par contre respecter si jamais elle dit qu'elle veut pas qu'on récolte ou qu'on lui envoie encore d'autres mails. Et super d'avoir cet élément de clarté là-dessus, mais et du coup ça me pose la question de est-ce que l'inverse est possible, parce que donc on n'a pas le droit d'utiliser son email pro pour vendre voilà des piscines, mais est-ce que parce que c'est une pratique qu'on voit beaucoup en ce moment notamment sur LinkedIn autour du growth marketing où des gens font des posts très bien ficelés en disant on a tel outil, document, notion ou autre à vous partager. Envoyez-moi votre email en message privé et je vous ferai suivre le
le document. Donc c'est une belle technique d'hameçonnage. Donc les posts deviennent bien viraux. Mais qu'est-ce qui se passe là au niveau des données? C'est-à-dire qu'on récolte plein d'emails et puis on sait pas trop où ça va. Enfin, bien souvent, je pense que ça s'arrête là. Mais si après, en effet, on est contacté par la suite par cette société pour d'autres choses, est-ce que là aussi, ça pose pas un petit peu problème? Ouais, mais c'est un peu pareil. Enfin, c'est pareil que tous les livres blancs, les trucs comme ça. Enfin, le concept Les général. e-books. Voilà, sur les livres blancs, souvent c'est sur son site. Alors on peut mettre les fameuses mentions d'infos et c'est très bien. Bon, sur LinkedIn, c'est plus compliqué. Il y a ce problème de place, etc. Mais c'est toujours du bon sens en fait. Si c'est par exemple le fameux document justement pour donner des conseils en marketing ou des choses comme ça, et la personne elle a demandé à recevoir ce document parce qu'elle travaille dans le marketing. On lui envoie sur son mail parce qu'elle l'a demandé, donc elle a donné son mail volontairement, elle a demandé à recevoir ce document. Si après derrière on lui renvoie un mail en lui disant vous avez demandé ce document, mais nous aussi on fait d'autres conseils en marketing, donc si ça vous intéresse, recontactez-nous. Bon, c'est un peu ce qui l'intéressait quand même à la base. On va pas lui vendre des choses totalement différentes. Donc c'est pas spécialement un problème. Par contre, si derrière on va lui vendre toujours pareil quelque chose qui a aucun rapport avec le document initial, là c'est pas bon. Ok. J'ai deux dernières questions pour finir parce que le temps passe vite et en tout cas c'était super intéressant jusqu'à présent. Moi ça m'a appris plein de trucs parce que je trouvais que c'est intéressant de parler de ces sujets-là ensemble parce que le RGPD, quand on gravite dans la sphère un peu tech numérique, on a l'impression que tout le monde sait ce que c'est, mais pour être honnête, pas non plus vraiment quoi. On sait qu'il faut mettre en place des mesures, qu'il faut mettre quelques mentions légales quelque part, mais ou alors on le fait un peu tard et après avoir développé son produit, et c'est peut-être un problème. Ou souvent j'ai des clients, enfin des prospects ou des gens qui me contactent, des startups. En fait, ils viennent en urgence parce que ils veulent vendre un grand compte. Et le grand compte leur dit mais vous êtes conforme au RGPD, vous faites attention. Et là ils n'ont pas de réponse. Donc là, ils ont besoin d'un DPO en urgence, etc. pour être conforme, et s'ils le font pas, ils perdent le business. Donc, comme toujours, anticiper, c'est le mieux, même si je sais qu'on n'a pas un budget énorme au début, mais des solutions existent pour avoir une base, et après, on peut faire plus. Du coup, une de mes dernières questions, c'est quoi le premier ou les 2-3 premiers conseils que tu donnes à quelqu'un qui te contacte et en disant j'ai besoin de monter en compétence sur ce sujet, je suis en train de réfléchir à ma politique de données. Donc je vais pas te retirer trop de conseils gratuits, mais en général dans tes premiers échanges avec des prospects sous un angle plutôt startup. Ouais. En général, enfin, quand c'est des discussions comme ça, oui, je leur dis, mais est-ce que vous êtes bien demandé, comme on s'est dit dans l'entretien là, est-ce que vous êtes bien demandé pourquoi vous récoltez cette donnée? Est-ce que vous le faites parce que tout le monde fait ça, mais vous n'en avez pas forcément besoin? Ou est-ce que vous avez vraiment un intérêt? Donc première chose, est-ce que vous avez fait attention à la sécurité? Ça c'est capital parce que c'est là souvent que l'image est dégradée et que les problèmes arrivent. C'est si jamais il y a une fuite ou que c'est mal sécurisé, on perd tout et toute la valeur de la société part en morceaux. Donc, oui et non, parce que Uber avait fuité pas mal de données et aujourd'hui il y a encore plein de gens qui utilisent Uber. Bien sûr, mais quand ça a fuité, ils étaient déjà too big to fall. Et enfin voilà, mais toutes les startups avec qui je parle sont pas malheureusement encore au niveau d'Uber. Certaines je leur souhaite, mais bon, ils sont pas encore. Et évidemment, on peut toujours se relever, mais ça fait pas une très bonne image. Et même pour lever des fonds, etc., les investisseurs, s'ils voient qu'il y a eu pas mal de problèmes, que l'image est déjà dégradée, etc., ils vont se poser la question 2 fois. Donc vérifier surtout la sécurité, faire appel à des vrais spécialistes ou faire des vrais tests là-dessus. Et ensuite, pareil, être bon en com, c'est-à-dire dire pourquoi on récolte la data et permettre aux gens de poser les questions s'ils en ont. Voilà. Et après, si les gens ont besoin de plus d'infos, enfin si le CEO ou les personnes qui gèrent la startup ont besoin de plus de détails, plus d'informations sur RGPD, le site de Hackney est vraiment la meilleure des ressources. Enfin, le premier conseil serait ça en fait, c'est aller sur le site de Hackney, lire un anglais professionnel. Ils font en sorte de pas être trop lourd à lire et pas être trop complexe. Il y a plein de fiches pratiques. Allez les lire en fonction de votre activité. Si jamais vous êtes super intéressé, il y a même un MOOC de la CNIL, donc un cours en ligne qui dure 4 heures et qui est parfait, qui permet
beaucoup plus avancé sur RGPD. Et ensuite, si vous avez besoin de plus, évidemment, faites appel à un professionnel pour pour répondre aux questions au mieux, et ça permet d'éviter des tracas. Enfin, comme moi, je fais appel à un comptable parce que ça m'est plus simple. Bon, ça permet de gagner du temps, quoi. Ah bah c'est top parce que t'as anticipé mon autre question qui était de avoir un site ou quelque chose, un livre ou une ressource en tout cas à partager. Donc le site de la CNIL ainsi que le MOOC, le MOOC. En plus 4 heures, voilà, ça peut être un bon temps investi. Surtout si en ce moment tout le monde est un peu chez soi bloqué, c'est un bon temps à passer, quoi. Carrément. Et puis faire appel à un professionnel, voilà, on mettra aussi les coordonnées de toi Florian et de ta société DP Flow parce que voilà, moi je sais que cette habitude de travailler avec les startups tu l'as, donc merci beaucoup pour tout ce partage et cette vulgarisation aussi autour de ce sujet qui et parfois pas très funky. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était hyper agréable de discuter de tout ça avec toi. Est-ce que tu as un mot pour terminer ou il y a quelque chose que tu aurais oublié? Non, pas spécialement. Enfin, j'ai pas le mot magique. Simplement, enfin, on pourrait faire plein de blagues sur les cookies, mais on va s'en passer pour l'instant. On va éviter. Mais voilà, mais c'est une problématique qu'il faut pas laisser de côté, qui peut faire peur au début, et en fait parfois c'est juste des toutes petites actions et qui sont pas super complexes non plus, mais il faut se poser la question. Super. Merci beaucoup Florian pour ton temps. Je te souhaite une bonne fin de confinement et puis je te dis surtout à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment et appris autant de choses que moi. Avant de partir, je vous invite, si vous le souhaitez, à partager ce podcast. Par exemple, sur LinkedIn. Cela pourrait aussi être intéressant pour une personne de votre réseau et ça m'encourage à enregistrer toujours plus d'épisodes. Et avant de vous dire au revoir, encore merci à la société Tracteur, studio de développement pour les startups qui soutient et permet à ce projet Open Startup de se développer. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.